toute cette question de comment sortir de la crise de notre civilisation. C'est la problématique, la question que il nous a semblé intéressante à nous poser, à lui poser, pour voir quelles étaient les propositions, les diagnostics que tu faisais et quelles étaient les solutions que tu nous proposais. Voilà, je te laisse la parole. Je te remercie, Jean-Guillaume. Donc, la question qui me préoccupe, et je pense que vous êtes là ce soir qui vous préoccupe aussi, c'est ce sentiment diffus de fin du monde. On est dans un monde dont on sent bien qu'il se termine, ou du moins on peut savoir cette sensation. Moi je pense au roman de Houellebecq qui ont un tel succès, Michel Houellebecq, il décrit quoi? L'homme de la fin des temps, l'homme qui s'ennuie, qui est dans le nihilisme, qui consomme vaguement, qui vit des petits plaisirs vagues, mais qui au fond est désespéré et dans le vide, et sent le vide qui s'ouvre devant lui. Et je crois qu'on est quand même dans une situation historique extrêmement préoccupante, et sur lesquels on essaie tous de mettre des mots. Alors effectivement, c'est une convergence de crises. Il y a la crise économique que tout le monde connaît depuis déjà longtemps, et puis qui s'est augmentée en 2008 et qui va peut-être repartir s'il y a de nouveau des problèmes de banque. Il y a les crises écologiques, la pollution de l'eau, le réchauffement climatique, mais il y a aussi des crises morales. C'est-à-dire, par exemple, la perte de politesse, la violence, l'agressivité. Alors, je ne sais pas comment c'est à Colmar, mais à Paris, on le ressent presque, c'est palpable dans les rues. Les gens se croisent, et ils sentent cette agressivité diffuse, cette sorte de tension. Pourquoi finalement il y a la crise, moi, ce que je pourrais appeler une crise du monde commun, une sorte de fragmentation. On parle de communautarisme. J'aime pas forcément ce terme parce qu'il n'y a pas que des communautés religieuses qui sont communautaires. Il y a plein de formes de communautés qui coexistent, qui se ferment de plus en plus et qui sont qui sont structurées de différentes façons. Par exemple, on pourrait parler de la communauté des conspirationnistes. Il y a aujourd'hui, dans les pays occidentaux, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui sont dits conspirationnistes et qui ont une vision du monde complètement différente des lecteurs, par exemple, du Monde ou du Figaro. Comment ces gens vont communiquer? Le lecteur du Monde ou du Figaro, il pense que les attentats du 11 septembre ont été faits par Ben Laden, en gros, et les conspirationnistes, ils pensent que c'est peut-être complètement autre chose. C'est vraiment des visions du monde qui n'ont plus rien à voir, et même la notion même de monde commun est en train peut-être de se disloquer. Moi, c'est plutôt mon impression. Et bon, là, j'ai pris des exemples connus tous, des gros exemples. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de micro-communautés comme ça qui sont en train de se former sur Internet, que les gens finissent par s'enfermer un peu dans leur monde. Bon, sans parler aussi de toutes sortes de milieux, je sais pas, la communauté asiatique à Paris, les différentes communautés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des communautés d'idées, si on peut dire, de vision du monde, de gens. J'ai appelé ça des plurivers. C'est comme si c'était des bulles qui coexistent sans se rencontrer. On peut en avoir une idée assez facile, c'est par tout simplement les radios, en écoutant des radios sur la fréquence FM. On a l'impression de passer d'un univers à un autre. On passe de BFM, les cadres dynamiques, énergie, qui croient en l'avenir, qui croient en la technologie, qui font des affaires, qui gagnent de l'argent, etc. On passe sur la radio d'à côté, c'est la radio nostalgie, qui regrette la France d'antan, etc., qui a peur, qui ne croit pas à la mondialisation, qui veut fermer les frontières. On passe à une autre radio, c'est une radio, je sais pas, des Portugais, qui s'occupent que de leur... Une autre radio, et ainsi de suite. Et ces radios reflètent quelque part des univers mentaux comme ça, qui sont comme des univers fragmentés, qui... Bon, maintenant, c'est aussi une richesse. Disons que dans les années 80, moi, quand j'étais adolescent, c'était plutôt exaltant. On voyait toutes ces communautés, toutes ces cultures, tout ce multiculturalisme comme une richesse. Aujourd'hui, ça s'est transformé, étrangement, c'est comme une sorte de renversement du signe de la mondialisation. La mondialisation qui était dans les années 80, qui à mon avis peut aussi continuer à être une chance extraordinaire aussi, c'est-à-dire que dans des grandes villes, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe à Colmar, mais par exemple à Paris dans les années 80, on avait des centres bouddhistes, du cinéma coréen, on pouvait faire de la danse africaine, ce qui n'était pas possible en 1960, en 1970. Donc n'importe quel individu pouvait accéder à une richesse d'expériences, de sensations, de vision du monde, de rencontres, qui n'était pas connue auparavant. Donc ça, c'était le premier stade de la mondialisation.
Et maintenant, on a l'air d'être arrivé dans un deuxième stade, beaucoup plus sombre, où au lieu de dire c'est génial, il y a toutes les communautés du monde, toutes les cultures qui se retrouvent, on dit oh là là, il y a les intégristes méchants qui sont là, oh là là, il y a les obscurantistes qui sont dans des sectes qui sont méchants aussi là-bas, il y a ci, il y a ça, et ça crée un climat plutôt de méfiance, de peur, voire, ou d'indifférence plus ou moins teintée de méfiance, que d'envie d'aller rencontrer l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des slogans, des magnifiques slogans. On est pour vivre ensemble, on va faire la fête, il y a le foot, tout le monde s'aime, on est tolérant. Alors qu'au fond, est-ce que c'est bien vrai tout ça? Est-ce qu'il y a une telle tolérance, est-ce qu'il y a un tel amour et de curiosité de l'autre? Est-ce qu'il y a tellement envie d'être avec les autres? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt envie, chacun, de rester un peu entre soi, de retrouver en soi-disant ses racines, ou que sais-je? Donc, moi, c'est ça, une des crises qui m'a intéressé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mode d'emploi de la civilisation planétaire, où j'essayais d'expliquer comment un individu aujourd'hui peut se situer et vivre positivement cette diversité, ce multiculturalisme, etc. J'étais assez optimiste. Maintenant, quand je vois l'ambiance actuelle, c'est un peu un bel idéal qui s'est détruit. C'est-à-dire l'idéal d'une société cosmopolite, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il va continuer? Ou est-ce qu'on va vers une sorte de guerre de tous contre tous? Voilà les questions face auxquelles on est. Comment garder de la tolérance? Sur quoi la fonder? Moi, je suis vraiment... J'aime beaucoup cette idée de tolérance, mais je trouve que la manière dont on est en train de la fonder aujourd'hui, elle ne tient pas la route. On va dire il faut être tolérant parce qu'il faut être gentil. Non, je pense que ça ne tiendra pas. Si on est face à des gens qui ont vraiment des idées différentes de soi, qui vraiment affirment des religions, des idéologies, ou du libéralisme, aussi une forme d'idéologie très combative, très durement, est-ce qu'on va être tolérant au bout d'un moment? Est-ce que, par exemple, là, il y a des personnes, je pense, qui viennent de cafés qui sont liées à Daniel Mermet. Moi, je me pose des questions. Est-ce que quelqu'un qui aime le monde diplomatique, qui lit le monde diplomatique, qui aime Daniel Mermet, il va être copain avec quelqu'un qui lit Valeurs Actuelles, qui est sympathisant Front National? Je ne suis pas sûr. Donc la tolérance, elle a vu des limites. Est-ce qu'un homosexuel va être copain avec quelqu'un du mariage pour tous, ou un catho très... En fait, ce qui me semble, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec c'est une vision des choses, peut-être vous ne serez pas d'accord, peut-être que c'est une vision un peu pessimiste. Je fais peut-être un peu de provocation en augmentant le côté pessimiste, il y a aussi beaucoup de choses positives, hein, mais là je parle des aspects négatifs, on verra les aspects constructifs peut-être après ensemble. Mais si vous voulez, la tolérance c'est une belle idée, mais on ne peut pas la défendre qu'avec des slogans. On ne peut pas simplement dire il faut être tolérant pour être tolérant, pas forcément. Pourquoi jusqu'où on veut être tolérant? Vous voyez bien qu'il y a des tas de débats sur la liberté d'expression. Est-ce que je vous ai donné l'exemple du lecteur de Valeurs Actuelles et du lecteur du Monde Diplo? Est-ce qu'ils ont envie d'être tolérants l'un vis-à-vis de l'autre? Est-ce qu'un lecteur de Valeurs Actuelles a envie d'écouter tranquillement et de répondre tranquillement à ce que va lui dire un lecteur du Monde Diplo? Et l'inverse. Mais en même temps, s'ils ne discutent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chacun être simplement entre soi. On va être entre gens d'extrême gauche d'un côté, entre gens d'extrême droite de l'autre, qui se regardent en chien de faïence, puis après qui font des manifs dans des villages parce que les uns veulent accueillir des migrants, les autres ne veulent pas accueillir des migrants. Et après, quel est le stade suivant? On va se taper dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment, faire autre chose que ça. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. On va créer des groupes antagonistes qui vont plus ou moins, qui vont faire des élections. Mais les élections, c'est quoi? C'est encore des rapports de force. C'est-à-dire, on compte le camp de la droite, combien ils ont d'adhérents, et le camp de la gauche, ils ont combien d'adhérents, et puis celui qui a le plus d'adhérents, on dit qu'il a raison. Mais est-ce qu'il a raison? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que la personne qui a le plus de voix aux élections, finalement, c'est elle qui a le meilleur projet? Si, par exemple, on est écologique ou si on est pour la décroissance, on pense qu'elle n'a certainement pas le meilleur projet. Si moi, je pense que la société actuelle qui est... je ne dis pas que c'est mon opinion, mais supposons... Je ne dis pas mon opinion, à la limite, ça n'a aucune importance. Mais supposons que je sois très écologiste. Je considère que le système libéral dans lequel on est engagé est tout à fait mauvais. Et même s'il y a 55% des gens qui votent pour un candidat libéral, je pense que ces 55% des gens, ils se trompent. Donc les élections peuvent être mises en question. La question, c'est pas qui gagne aux élections, c'est quelle est la meilleure mode d'organisation de la société qui peut se trouver par une bonne argumentation. Donc si vous voulez,
tout ça, on est, je pense, dans une profonde crise politique. On voit bien, est-ce qu'il y a des politiciens qui ont des grands projets de société aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que la politique aujourd'hui, c'est du coup par coup. C'est-à-dire, il y a un problème, on essaie de colmater les brèches, et puis que ça tienne vaille que vaille. Mais est-ce qu'on a face à face, actuellement, ou en concurrence, disons, même pour prendre un terme moins agressif d'ailleurs, différentes personnes qui proposent différentes grandes options pour la suite de nos sociétés, avec une sorte de vision claire, disant voilà, la société pourra se développer, passer par telle et telle étape et donner ceci. Est-ce qu'on a ça? Moi j'ai l'impression qu'on a en gros des gens qui veulent faire un peu colmater plus ou moins les brèches, faire un peu plus de social, et des gens qui veulent colmater plus ou moins les brèches et faire un peu plus de dynamique économique, quoi. En gros la gauche sociale et la droite économiste, quoi. Bon, tout ça pour dire que je pense qu'on est effectivement dans une crise de civilisation. C'est pas un gros mot. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que d'un autre côté, ce qui est paradoxal, je pense que c'est surtout une crise morale et psychologique et philosophique. Pourquoi? Parce que si on regarde d'un autre côté, l'Europe occidentale, elle est très riche. C'est une zone quand même prospère par rapport à l'Amérique du Sud ou à l'Afrique ou à je sais pas. On est dans une zone prospère. On a quand même pas mal de moyens. Peut-être qu'on n'en fait pas bon usage, mais on a quand même des moyens encore, malgré beaucoup de problèmes de chômage et autres. Mais bon, c'est une zone sans guerre depuis un certain temps. Je parle de l'Europe occidentale, je parle pas de la Yougoslavie, de l'Europe orientale, parce que en Ukraine, c'est pas ça. Mais bon, je parle de l'Europe occidentale. On est une zone sans guerre depuis un certain temps. Donc, c'est quand même curieux. À la fois, on a ce sentiment de fin du monde, de fin de civilisation, de fin de cycle, de crise, et en même temps, on pourrait dire objectivement, d'un point de vue basique, finalement, on n'est pas si mal loti que ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse plus d'aide sociale, qu'on laisse moins de gens SDF dans les rues, évidemment. Mais bon, si on n'est pas SDF dans les rues, on peut plus ou moins vivre. On ne meurt pas de faim, on a quand même une bonne sécurité sociale, on a une médecine qui nous aide, on peut critiquer à la marge, mais finalement, on ne vit pas si mal. Donc pourquoi, en même temps, on sent cette fin du monde? C'est quand même curieux. Bon. Alors après, pour l'instant, il y a globalement, sur la crise qui nous touche, il y a deux diagnostics dominants. Il y a, disons, un diagnostic que je pourrais dire plutôt de gauche ou progressiste, etc., un diagnostic plutôt réac. Le diagnostic gauche progressiste, c'est dire, en fait, on se sent mal dans nos pays européens, principalement en France, tout simplement à cause des problèmes économiques, quoi. Principalement des problèmes économiques, il y a du chômage depuis trop longtemps, les jeunes ont du mal à accéder à l'emploi, bon, tous ces problèmes économiques accumulés créent une sorte de démoralisation. Donc en fait, en relançant la machine économique, tous les problèmes dont on parle là, finalement, le mal-être, même les problèmes de communautarisme, à la limite même les problèmes d'intégrisme et tout ça, pourraient être absorbés par une redynamisation économique. Et par moins de discrimination, par aussi peut-être un peu que les classes dirigeantes de nos pays fassent un peu de place à des gens qui pour l'instant n'y accèdent pas. Bon, c'est des remèdes, si vous voulez, on pourrait dire principalement économiques, qui pourraient tout simplement être la solution. Mais ceux qu'on appelle souvent nouveaux réacs, les conservateurs, eux ils disent non, le problème qui nous touche, il n'est pas seulement économique, il est culturel, il est moral, il y a l'insécurité culturelle, il y a un célèbre ouvrage qui s'appelle L'insécurité culturelle. Le problème qui nous touche, c'est un problème de perte de sens, de perte de valeur, on ne sait plus trop ce qu'on fait ensemble là, on ne croit plus trop, l'Europe n'a plus de projet, c'est une coquille vide, c'est une coquille juridique, c'est-à-dire que l'Europe c'est des instances lointaines et qui ont un projet juridique, mais qu'est-ce qu'on fait en Europe? Pourquoi l'Europe elle existe? Pour gagner de l'argent? Pour faire quoi? Donc il y a une sorte de vide de projet, il y a quand même le lourd passif quand même profondément là de la Seconde Guerre mondiale et de la colonisation après, c'est-à-dire que donc si vous voulez, l'Europe elle est quand même toujours sous le coup moral de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Europe elle croit plus trop en elle-même, elle dit elle en a rabattu, parce que finalement l'Europe allait, notamment avec la colonisation, apporter soi-disant les lumières, l'éducation, la philosophie d'une manière
impérialiste finalement à plein de peuples du monde. Elle a compris que cette chose-là, c'était éminemment suspect, et heureusement qu'elle a compris ça. Et elle a compris aussi qu'elle-même, tous ces grands idéaux philosophiques et culturels se sont aboutis au nazisme. Donc, elle doute beaucoup d'elle-même. Donc, qu'est-ce qui lui reste à l'Europe? Elle se demande même si elle a encore quelque chose. Ça va mieux? Oui, je crois que ça va mieux. D'accord. Il y avait de l'eau, quelque chose? Oui, ça dépend. Bon, très bien. Bon, alors, donc si vous voulez, eux, les réactionnaires et les conservateurs, ils disent qu'il faut que l'Europe reprenne confiance en elle-même, en quelque sorte. Qu'il faut quand même dire que l'Europe, elle a les Lumières, elle a des valeurs de liberté, elle a des valeurs d'émancipation, elle a une autre culture. Et donc, la crise qui nous touche, elle n'est pas foncièrement uniquement économique, elle est fondamentalement cette crise de perte de valeur et de perte de confiance en soi. Confiance étant le même terme que foi. On peut dire qu'il y a presque une foi religieuse qui ne s'avoue pas, qui serait à retrouver dans l'Europe, une foi en elle-même. Donc, que si elle retrouvait ça, si on enseignait l'histoire à l'école de manière à retrouver une sorte de fierté, etc., en fait, c'est presque une crise de fierté. Il y a des gens qui défilent en disant qu'il a gay pride, ils sont fiers d'être gays. Il y en a d'autres qui sont leur drapeau, ils sont fiers de ceci, de cela. Il faudrait retrouver un peu de nationalisme, un peu de trucs, être fier d'être français, être fier d'être européen, dire que c'était bien, qu'on a apporté des tas de choses au monde. Et ça permettrait de répondre à la crise morale, en quelque sorte, presque existentielle contre Alès. Mais moi, maintenant, comment je vais me situer par rapport à ça? Il y a d'autres diagnostics, peut-être d'ailleurs que vous pourrez faire part, si vous avez des idées, d'autres choses qu'on pourrait rajouter pour expliquer notre malaise contemporain. Il y a des diagnostics, par exemple, sur les structures institutionnelles. C'était Véron qui disait, ou d'autres qui disent qu'il faut faire une 6e république. Par exemple, que si on remodifiait les institutions, on arriverait à débloquer beaucoup de problèmes. Là, je ne suis pas spécialiste, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Bon, il y a des éléments de diagnostic comme ça. Moi, il me semble que tout ça est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas nier que le chômage des jeunes, les discriminations à l'embauche, tout ça, ça crée du malaise. Ça crée du mal-être, qu'avant, quand les gens pouvaient s'intégrer par le travail, évidemment, la société se brassait beaucoup plus, il y avait des échanges, il y avait de l'intégration, etc., qu'il y a la crise de l'école. Bon, tout ça, c'est vrai. Et je pense même que le diagnostic aussi en partie sur la crise culturelle, la crise de confiance, est vrai aussi en partie. Donc, en fait, il ne faut ni être bloqué sur l'économie, ni être bloqué sur la culture. Les deux participent. Il faut être comme Edgar Morin dans une pensée complexe, c'est pluridimensionnel. Il y a la dimension culturelle, il y a la dimension économique qui joue. Mais moi, je pense qu'il y a une dimension quasiment de sens, quasiment existentielle. Qu'est-ce qu'on fait là? Quel idéal on a? Quel projet on a? Et que là, il y a un problème, c'est que tous les projets qu'on peut nous proposer, moi je pense, sont en crise, voire en effondrement. C'est simple. Et c'est là où je pense qu'aussi les conservateurs se trompent, parce qu'en gros, où les républicains, ils disent on va faire une liberté, égalité, fraternité, et puis on va mettre ça dans la tête des enfants à l'école, et ça va aller beaucoup mieux, les gens vont se sentir plus cohérents, plus faisant partie d'un ensemble, on va recréer un récit national à travers l'enseignement de l'histoire, à travers, pourquoi pas rétablir le service militaire, comme le disent certains, bon, on va recréer une cohésion comme ça, nationale et identitaire, si vous voulez, même à la limite. Bon. Moi, j'ai un doute, parce que je pense que ce récit national, même les Lumières et tout ça, c'est beaucoup plus en crise que ce qu'on pense. C'est profondément en crise. Qu'on ne peut pas, même liberté, égalité, fraternité, c'est profondément en crise. L'Europe, elle se veut porteuse de la valeur de liberté. Voilà ce qui nous reste, en fait. Fondamentalement, c'est ça. On va dire qu'on est le continent qui dit qu'il faut que l'individu soit libre. Que c'est ça, en gros, les droits de l'homme, la liberté des individus. Vous avez d'ailleurs un livre très intéressant de Carlos Strenger, qui s'appelle Le mépris civilisé, qui dit ça en quelque sorte. Carlos Strenger, il dit l'Europe des Lumières, c'est la valeur de la liberté, et c'est une valeur pas si commune que ça dans l'histoire de l'humanité. C'est une valeur précieuse dont on a perdu le sens de ça, parce que c'était un peu trop un acquis. Et on s'aperçoit, il faut redécouvrir la valeur de la liberté. Il va falloir la défendre. Parce que la liberté d'expression, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait si effectivement des gens se sentent offensés par des caricatures?
C'est un vrai problème. Moi, je n'ai pas une position si tranchée que ça. Qu'est-ce qu'on fait si des gens se sentent offensés parce qu'on doute de nouveau des religions, etc. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? C'est deux principes qui sont en conflit. Le principe de liberté dirait on peut tout dire, et le principe de respect des autres, des croyances, etc. dirait non, il faut respecter la religion de l'autre, etc. Donc comment on va faire? Est-ce qu'il faut préserver à tout prix la liberté ou lui mettre des limites? Lesquelles? Et si on met des limites à la liberté, jusqu'où on va? Est-ce qu'on ne tourne pas le dos au génie propre de l'Europe qui était justement cette liberté de critiquer les religions, etc. C'est un débat complexe. Bon, la valeur de la liberté, si vous voulez, les défenseurs de la liberté, à mon avis, ils ne voient pas un problème qui n'est pas celui-là. Parce que le problème des limites de la liberté, ça tout le monde le voit. On l'a vu, des gens sont morts pour ça quand même. Les gens de Charlie Hebdo, ils sont morts pour ça. Et c'est ambigu, parce qu'il y avait aussi des gens qui défilaient en disant je suis Charlie, et qui pourtant n'aimaient pas Charlie Hebdo. Moi j'ai vu des gens qui disaient, moi je n'aime pas par exemple des catholiques qui disaient Charlie Hebdo, quand il fait des caricatures du pape, quand c'était Jean-Paul II, le caricaturant comme une sorte de vieux, je sais pas, grabataire, qui bavait, ou qui truc, ou sans parler de caricatures beaucoup plus violentes contre l'Église catholique, des catholiques se sentaient aussi blessés. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils défendaient Charlie Hebdo quand même, ou pas? Enfin bon. Mais si vous voulez, ça c'est une ambiguïté de la liberté qui est, en gros, qui est connue. Maintenant, il y a une autre chose qui est un problème de la liberté, c'est que la liberté ne donne pas un sens. Si vous dites aux gens, soyez libres, et alors? Oui, soyez libres. D'abord, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut être libre de prendre des drogues, libre de rentrer dans des sectes, libre pour quoi faire? Libre, c'est une valeur, c'est une condition de possibilité. On est libre pour faire quelque chose. C'est très bien d'être libre, parce que être libre, ça nous permet de développer nos potentialités, de découvrir quelles sont les meilleures solutions dans un problème, de confronter les choses avec le plus d'ouverture possible, ça nous permet d'avancer. Mais soit libre, c'est une proposition, si vous voulez, qui ne suffit pas, qui ne donne pas un sens, qui ne donne pas une finalité, qui ne donne pas grand-chose, qui à la limite est angoissante, qui laisse l'individu face à un vide. Et moi je comprends des personnes qui disent, d'ailleurs les gens fuient leur liberté, les gens ont peur d'être libres. C'est Sartre qui disait ça, je veux dire, être libre est un fardeau. La liberté n'est pas une bénédiction, la liberté est une souffrance. La liberté, c'est d'être dans le vide. On a envie de savoir où on va. La liberté ne nous dit rien. Elle nous dit rien du tout. Elle nous dit, t'es dans le vide. C'est à toi de te déterminer. Tu n'as ni Dieu, ni maître, ni rien qui te détermine. Tu peux, à la limite, faire n'importe quoi. Strictement n'importe quoi. D'où, d'ailleurs, une critique, à mon avis, très valable. C'est ce qui se passe. En Occident, excusez-moi, mais les gens qui critiquent le monde occidental, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort quand ils disent qu'en Occident, on est en train de faire n'importe quoi de notre liberté. On est en train de détruire la planète. Alors ça, c'est un avis personnel. Peut-être qu'on est aussi en train de reconstruire des choses et tout ça. Donc, on peut très bien voir l'Occident de l'extérieur et dire, cette liberté, j'en veux pas. Enfin, cette liberté, c'est du nihilisme. Cette liberté, elle cache quoi? Elle cache au fond un non-sens, un vide et un nihilisme. Donc sur quoi on va la fonder, cette liberté? Qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, c'est d'autant plus difficile que tous nos projets sont effondrés. Tout est effondré. Je crois que là, il ne faut pas se le cacher. Le communisme, il est effondré. Le communisme, il a fait 100 millions de morts. Je veux bien que Badiou, tout ça, disent que c'est des hasards, ce n'était pas le vrai communisme. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas la peine de refaire de l'extrême gauche. Il n'y a pas eu un seul régime communiste non totalitaire. Le libéralisme, c'est en train de nous détruire. Ça détruit la planète. Les gens, ils vont être dans des villes, ils ne pourront plus respirer en Chine. En Amérique du Sud, on voit ce que c'est. C'est un système qui, sans doute, ne marche pas. Sans doute, on va d'ailleurs devoir, presque pour des raisons de survie immédiate, devoir le limiter, puisque le réchauffement climatique, si c'est vrai, ce que disent les climatologues, va conduire le libéralisme à devoir s'auto-limiter. Je ne sais pas combien il y a de gens qui meurent de faim chaque année dans le monde, mais c'est gigantesque. Jean Ziegler, il fait des bouquins entiers pour expliquer que le système libéral est directement responsable de milliers. Bon, j'en suis pas. Des libéraux contesteront ça. Ils diront qu'au contraire, le libéralisme a permis à la Chine, par exemple, d'accéder à un minimum de confort et à ne plus mourir de faim. Donc, on peut aussi défendre le libéralisme. Mais si vous voulez, on peut considérer, je pense que le libéralisme est quand même en crise et pose quand même de graves problèmes. Le nationalisme, n'en parlons pas. Je pense que le nationalisme, on a vu au 19e, au 20e siècle ce qu'il donnait. Ça, c'est pour parler d'idéologie politique. J'ai dû en oublier dans le lot. Enfin, bon, si vous voulez, je pense que il faut pas. C'est pas la peine de se cacher, de se raccrocher à des choses du passé. On peut dire tout a échoué. Si tout a échoué, si on est honnête, disons, si on voit par exemple le nombre de victimes, le nombre de malheurs humains, le nombre. Enfin,
Rien n'a vraiment bien réussi en tout cas. Peut-être que des choses ont moins échoué que d'autres. Effectivement, les droits de l'homme, un certain état assez social a peut-être moins échoué, et un système un peu plus humain qui arrive à vivre. Mais comme on le voit actuellement, c'est en train d'arriver à trouver certaines limites. En plus, avec les déficits qu'on a, est-ce qu'on va pouvoir tenir ce système social? Est-ce qu'il ne va pas être dans une telle crise à un moment que la sécurité sociale va s'effondrer et qu'on ne pourra plus soigner les gens, etc. Ça, c'est des questions qui sont devant nous. Mais si vous voulez, maintenant, là j'ai esquissé 2-3 idéologies politiques qui, à mon avis, se sont disqualifiées. Maintenant, on pourrait dire ça des religions. Est-ce que les religions, est-ce qu'on ne peut pas poser un doute sur les religions? On a vu l'Inquisition, on a vu ce que le catholicisme et les différents christianismes ont fait. Le catholicisme avec Vatican II est revenu à une autocritique, mais même sans parler des crimes, parce qu'une religion peut avoir commis, parce que les hommes sont imparfaits, des crimes, et être vrai par ailleurs. Donc c'est quand même complexe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une crise du religieux. Malgré tout, il y a une question qu'on peut poser sur le religieux. Est-ce que ça veut dire que l'athéisme est mieux loti? Bien sûr que non. L'athéisme est criminel aussi. Je veux dire, l'athéisme a produit quoi au XXe siècle? Le nazisme et le stalinisme, des systèmes athées anti-religieux qui essaient de remplacer des religions, qui sont simplement des ersatz de religion, avec Che Guevara qui remplace Jésus-Christ, avec Hitler qui remplace Dieu le Père ou je ne sais quoi. C'est des structures religieuses. Donc quand l'homme n'a pas de religion, il se prétend athée, il recrée des religions politiques qui vont l'amener à aller tuer des gens. Voilà, en gros. C'est tout, parce que l'homme a besoin d'une transcendance, a besoin de quelque chose qui le dépasse. Si on lui dit, comme je disais tout à l'heure, soit libre, soit machin, il s'autodétruit. Donc, excusez-moi, mais devant quoi on est? On est devant un champ de ruines. Voilà ce que je vous dis. Et on le sait, mais on ne le savoure pas. Mais il n'y a plus rien debout, et l'athéisme n'est pas debout, et donc c'est pour ça que opposer l'athéisme aux religions est idiot, puisque l'athéisme, il n'a rien à proposer tellement mieux. Et peut-être que les religions ont des choses mieux à proposer que l'athéisme. Mais ça, je laisse chacun libre. Il faudrait voir quelle version des religions, parce qu'une religion, c'est un ensemble extrêmement vaste, avec beaucoup de nuances à l'intérieur de la religion. Donc là, je schématise beaucoup de choses. Je ne veux pas attaquer, si vous voulez, les religions en bloc. Tout ça, c'est quand même simplificateur, ce que je dis. Évidemment qu'il y a des civilisations qui ont duré très longtemps, qui se fondaient sur une certaine sagesse, etc. C'est bien sûr. Mais maintenant, je parle de l'Europe actuellement, au point où elle en est maintenant. L'Europe où elle en est maintenant, elle est, à mon avis, dans un champ de ruines à tous égards. Et donc la question, c'est comment se sortir de ce champ de ruines. Voilà. Si on est honnête, c'est ça. Comment reconstruire? Et c'est peut-être une chance, c'est-à-dire comment reconstruire en quelque sorte à zéro.